Les hommes seront toujours dépassés par la puissance et l'immensité des océans. Seules les plus grandes créatures de notre planète ont trouvé là un univers à leur mesure. Les ancêtres des baleines étaient des animaux terrestres. Retournés à la mer, ils ont évolué pendant 65 millions d'années jusqu'à devenir des nageurs majestueux. À côté des géants pacifiques, les océans abritent des créatures qui excellent dans un autre domaine, des prédateurs parfaits. Quand on survole vers la fin de l'été les eaux qui bordent la Californie, on a des chances de voir le plus grand animal que la Terre ait jamais porté, la baleine bleue. Ce qui attire ici les baleines bleues, le krill. Ces nuages vermillons composés de milliards de minuscules crevettes. Baleine bleue est son nom le plus courant. Mais on l'appelle aussi grand rorqual ou ventre d'argent. Elle atteint une moyenne de 25 mètres de longueur pour 80 à 120 tonnes, le poids d'une vingtaine d'éléphants. La baleine bleue occupe donc la première place parmi les géants de ce monde. Et pourtant, quelle élégance! L'allure élancée, l'aspect longiligne du corps, la finesse du museau, cette harmonie des formes la distingue de ses cousines, la baleine grise et la baleine franche, beaucoup plus plantureuses. Pour se nourrir, la baleine bleue utilise ce qu'on pourrait appeler la méthode globale. Parvenue dans un banc de krill, elle gobe d'énormes quantités d'eau qu'elle expulse aussitôt à travers ses fanons. Ensuite, elle n'a plus qu'à avaler les centaines de kilos de crevettes prises au piège dans sa gueule. L'idéal est d'ingurgiter le plus d'eau possible. Alors, elle déplie ses sillons de gorge. Ces rainures larges de 6 cm, qui s'étirent du menton au nombril, s'écartent comme les plis d'un accordéon et augmentent de plusieurs mètres cubes le volume de sa gueule. « 480 tonnes de krill ou de plancton, c'est la ration annuelle d'une baleine bleue de 100 tonnes. Ça paraît énorme, mais ça ne représente en fait que 4 fois son propre poids. Nous autres humains dévorons 15 à 16 fois notre poids dans le même laps de temps. Au début de l'hiver, ce sont les baleines grises qui arrivent au large de la Californie. Parties du cercle polaire où leurs territoires de pêche seront bientôt pris par les glaces, elles ont longé l'Amérique du Nord et achèvent ce périple de 8000 km ici, sur la côte pacifique de la Basse-Californie. La baie Magdalena est la principale résidence d'hiver des baleines grises. Mais avant de parvenir dans ces eaux calmes, elle doit franchir des écueils battus par un léger ressac. Une fois du bon côté de la barrière, les baleines grises retrouvent dans ces lagons des centaines de leurs congénères, toutes des femelles sur le point de mettre bas.
baleines grises dépassent rarement 13 à 14 mètres de longueur et un poids de 25 tonnes. Ce sont là des dimensions bien modestes pour des membres de la famille des grandes baleines. Contrairement aux baleines bleues dont la peau est lisse et unie, elles portent une robe plus sophistiquée, sur fond gris ardoise, callosité jaune pâle avec incrustation de parasites. Aussi consciencieuses soient-elles dans leur rôle de mère, les baleines grises s'octroient de temps à autre un petit quart d'heure de récréation, en général à la surface. Après un séjour ici d'environ 3 mois, elles reprennent la route du Grand Nord. La faim les presse. Au bout du voyage, elles retrouveront, libérées des glaces, les eaux où elles ont l'habitude de pêcher. À 9000 km de là, un autre lagon fréquenté par d'autres baleines. Nous sommes sur la côte est de l'Argentine, en Patagonie. Ces eaux sont protégées. C'est sans doute pourquoi elles ont été choisies comme séjour d'hiver par ces grandes baleines de l'hémisphère sud. Les baleines franches noires. Signe particulier de la baleine franche, ses impressionnantes callosités. Elle en a sur la lèvre supérieure, à la pointe du menton, au-dessus des yeux et un peu partout sur le corps. Ces amas de cornes épais de 10 cm pullulent de parasites. Le baleineau dort souvent, mais jamais plus de 10 minutes d'affilée. Et entre deux sommes, il aime bien qu'on s'occupe de lui. S'il parvient à réveiller sa mère, tant mieux. Sinon, il se résoudra à rester près d'elle, même si elle dort. Son corps est le meilleur rempart contre tous les dangers. On a surnommé la baleine franche le vaisseau des grands larges. Et cette queue de 6 à 7 mètres d'envergure qu'elle dresse comme une voile donne beaucoup de grâce à son corps massif. En plus des parasites qui logent sur ses callosités, elle est envahie par des milliers de crustacés dont certains s'installent jusque sur ses paupières, où la peau est la plus fine. Les baleines franches passent presque 5 mois au large de la Patagonie. En septembre, elles prendront le large et iront se gaver de krill au milieu de l'Atlantique Sud. Mais en attendant, elles coulent ici des jours tranquilles, partagés entre le maternage, les jeux amoureux avec les mâles et des heures de farniente. Des heures pendant lesquelles elles se laissent bercer et emporter par le sommeil. Remontons vers le nord jusqu'à la mer des Antilles. Dans ces eaux tropicales, au large de Saint-Domingue, un jardin sous-marin entouré de récifs. L'endroit s'appelle Silverbank et reçoit la visite en hiver des baleines à bosse.
La fameuse bosse de la baleine à bosse n'est qu'une discrète courbure du dos, visible seulement quand elle plonge. On aurait mieux fait de l'appeler la Vénus au bras blanc. Ses mouvements n'auraient pas autant de grâce sans ses nageoires géantes. 1,20 m de large, 4 à 5 mètres de long, tantôt des ailes pour danser, tantôt des bras pour étreindre. Pendant les 3 ou 4 mois qu'elles passent ici en groupes nombreux, les baleines à bosse montrent volontiers leur penchant pour les beaux-arts. Non seulement la danse, mais aussi et surtout le chant. Aucun autre cétacé n'a un répertoire aussi inspiré que les baleines à bosse. Ce sont toujours les mâles qui chantent, immobiles, suspendus au-dessus du fond marin. Les baleines à bosse ne chantent que pendant leur séjour dans ces eaux tièdes, à la saison des amours. Ce qui laisse à penser que ces chœurs s'adressent aux femelles ou à des mâles rivaux. Un petit a besoin de respirer beaucoup plus souvent qu'un adulte. Alors parfois, il remonte seul à la surface. Toujours vigilante, la mère se retourne pour le suivre des yeux. Pour entreprendre le voyage de retour à travers l'Atlantique Nord, il faut attendre que les bébés soient assez grands et vigoureux. C'est chose faite. Les baleines à bosse vont regagner les pâturages polaires où foisonnent maintenant le krill et le plancton. Certaines baleines ne migrent jamais. Elles sont établies une fois pour toutes dans une des mers du globe. Ici, dans la mer des Caraïbes, ce sont les cachalots. Le jeune cachalot n'aura jamais à entreprendre de grands voyages à travers les océans. En revanche, il doit s'habituer à la solitude. Quand sa mère plonge vers les profondeurs pour aller chasser, elle reste parfois absente plus d'1 heure. En un quart d'heure à peine, elle parviendra à 800 mètres de profondeur, dans les gorges obscures où foisonnent ses proies favorites. Les récits des combats dantesques entre cachalots et calmars géants ont fait sourire des générations de scientifiques. Pourtant, on a aujourd'hui la certitude que certains calmars atteignent 6 à 10 mètres de long, plus des tentacules d'au moins 8 mètres. Et ils sont assez forts pour se défendre contre leurs prédateurs, fussent-ils des léviathans de 60 tonnes.
Le petit ignore tout de ce qui se passe dans les profondeurs, mais il entend la voix de sa mère, ou plutôt ses clics. Elle utilise l'écolocalisation pour repérer ses proies. Ces petits poissons, les rémoras, profitent de ce que les jeunes cachalots sont seuls pour venir cueillir les parasites incrustés sur leur peau. Rien de plus agaçant. Sachant qu'ils ne supportent ni le froid ni la pression de l'eau, le meilleur moyen de s'en débarrasser serait de plonger comme maman, dans les eaux froides et noires. Interdit pour l'instant. Mais en attendant, il peut faire le fou, histoire de leur donner le tournis. Ces jeux solitaires ne le distraient pas longtemps. Il a besoin de compagnie. Quand il entend les appels d'autres cachalots passant par là, il ne résiste pas à l'envie de les rejoindre. Il a trouvé des compagnons avec qui oublier son ennui. Un autre petit et sa mère, qui appartiennent à la même communauté que lui. Le printemps revenu, les baleines grises ont quitté les lagons de Basse-Californie pour regagner l'Arctique. Elles traversent maintenant les forêts de kelp géants de la côte nord-américaine. Les jeunes baleines grises n'ayant rien mangé depuis plusieurs mois, il leur arrive, bien qu'elles ne soient pas végétariennes, d'avaler quelques paquets de ces rubans coriaces. Juste de quoi tromper la faim. Pour se procurer une nourriture plus consistante, elles devront acquérir la technique très particulière utilisée par les adultes. Le sol marin est couvert de limon. Et dans ce limon vivent des tas de créatures minuscules, mais assez nourrissantes quand on en mange en quantité. Il suffit d'enfourner une énorme bouchée de vase et de la filtrer. La baleine grise est le seul cétacé à racler les fonds marins en se couchant ainsi sur le côté. Chaque jour, tout en faisant route vers le nord,
Les troupeaux de baleines grises consomment des centaines de kilos de crustacés, d'amphipodes, de mollusques contenus dans les sédiments. Malgré tout ce que l'on a découvert sur les baleines ces dernières décennies, il reste bien des secrets à pénétrer. Et nous ne sommes pas au bout de notre fascination. Malicieuses, elles se montrent juste assez pour éveiller notre curiosité, puis disparaissent à nouveau dans l'inconnu. Et le mystère nourrit notre émerveillement. Les baleines sont et seront toujours les plus admirables géants des mers. Mais pour ce qui est du gigantisme, elles sont talonnées de près par un poisson. Il atteint parfois 20 tonnes et peut surpasser en longueur la baleine à bosse. Il appartient à la grande famille des super prédateurs des océans, les requins. Et ses mensurations lui valent un titre pompeux, le plus gros poisson du monde, d'où son nom de requin-baleine. Des baleines, ce requin a non seulement la stature, mais aussi la façon de se nourrir. Il mange uniquement du plancton, des crustacés et, occasionnellement, quelques petits poissons. Il plane tranquillement sous la surface, gueule béante, et engloutit d'énormes volumes d'eau. Une fois le liquide filtré à travers ses branchies, il lui reste en bouche quelques kilos de victuailles. Ce mastodonte indolent appartient bien à la famille des squales, mais il est totalement atypique. Il n'a presque rien à voir avec ses cousins. À l'inverse, le requin de récif est l'archétype du requin. Il fait partie de ceux qu'on appelle les requins vrais, ceux qui possèdent toutes les caractéristiques du prédateur hors pair: rapidité, souplesse, voracité. Et les attributs physiques qui vont avec, des organes sensoriels très performants et des mâchoires d'acier. Ces requins peuvent circuler autour des récifs coralliens pendant des heures sans esquisser le moindre geste agressif envers les autres poissons. Tant qu'il n'a pas faim, le requin est un habitant des récifs comme les autres, mais qu'il décide de manger et la trêve est aussitôt rompue. Les requins vrais, corps fuselés, museau pointu, ailerons triangulaires, sont assez peu nombreux dans la famille. La plupart des autres espèces ne leur ressemblent que de très loin. La holbiche, par exemple,
Son profil ventru, sa robe tachetée, cette façon de nager en se dandinant, pas grand-chose à voir avec un squale. En plus, elle passe son temps cachée dans des anfractuosités rocheuses, à guetter de ses yeux perçants les éventuelles proies qui passeraient par là. Quand la holbiche quitte son repère, c'est pour pondre cet œuf bizarroïde. À l'intérieur de cette capsule, un bébé requin en gestation. La grosse boule qui occupe presque toute la place est le sac vitellin, contenant les éléments nutritifs. Six mois dans sa capsule, et la jeune holbiche vient au monde entièrement finie. Un requin parfait et déjà dangereux face à la plupart des prédateurs qu'il va rencontrer. Autre espèce, autre forme d'enveloppe. Dans cet écrin en tire-bouchon se développe un requin dormeur cornu. Comme sa cousine la holbiche, ce bébé émerge complètement achevé. Un adulte en miniature, qui prend aussitôt la mer. Dès qu'il a quitté sa capsule, il revêt une couleur plus sombre qui lui permettra de se fondre dans le décor. Mais il a une arme meilleure que ce camouflage. Les fonds sablonneux dissimulent des chasseurs en embuscade. Ce monstre marin porte un nom trompeur, l'ange de mer. Quelques secondes après l'avoir englouti, l'ange a recraché sa proie. Celle-ci aurait-elle une botte secrète ? Le requin dormeur cornu est équipé d'une arme imparable. Sur chacune de ses nageoires dorsales, une sorte d'éperon minuscule mais très pointu, qui se plante facilement dans le palais de l'agresseur. Dépité, l'ange de mer quitte cette cachette et part s'installer ailleurs pour une prochaine embuscade. Grâce à leur arme secrète, la plupart des requins dormeurs échappent au premier danger qu'ils rencontrent et parviennent à l'âge adulte. En fait, c'est avant d'éclore, à l'état d'embryon, qu'ils sont le plus vulnérables. Et voici un de leurs pires ennemis, un vulgaire gastéropode qui porte le nom de poivre. Lentement, mais résolument, le poivre prépare son attaque. Il ne risque pas de manquer sa victime qui n'a aucun moyen de fuir ni de se défendre. Le poivre se contente de percer un trou dans la capsule, puis il aspire la matière nutritive qu'elle contient. Le développement du futur requin dormeur s'arrêtera là. Seul le trou minuscule permettra de comprendre pourquoi. Les requins n'occupent pas seulement les eaux chaudes où pénètre la lumière du soleil.
Certaines espèces se sont établies dans les zones les plus obscures des océans, où la température de l'eau ne dépasse pas 10 degrés. Parmi eux, le requin vache et le requin griset. Ils sont nombreux dans le Pacifique Nord, vers 300 mètres de profondeur. Dans le golfe de Californie, une enclave d'eau salée s'enfonce profondément entre deux déserts, la mer de Cortés. C'est ici que l'on rencontre le plus étrange de tous les requins, le requin marteau. La nuit, les requins marteaux chassent en eau profonde, mais ils passent la journée près de la surface. Dès le lever du soleil, ils entreprennent leur lente remontée le long des escarpements sous-marins. Bientôt, ils sont plusieurs centaines à survoler ensemble les massifs rocheux. On ignore pourquoi les requins marteaux se rassemblent en aussi grand nombre. Ce n'est pas pour se nourrir, puisqu'ils se contentent d'avancer calmement. Peut-être pour se reproduire. Mais ce n'est qu'une supposition. On a constaté que des couples se formaient non loin de ces troupeaux. Le mâle saisit sa partenaire par sa nageoire pectorale et s'enroule autour d'elle. Une fois enlacés, ils ne peuvent plus nager. Alors ils se laissent couler. L'étreinte s'achève lorsqu'ils touchent le fond. Après quoi, ils rejoignent le groupe. Il y a une circonstance en tout cas dans laquelle les requins marteaux s'isolent. C'est lorsqu'ils ont besoin des services des poissons nettoyeurs. Un ver par-ci, un crustacé par-là, ce poisson ange picore sans grande conviction en attendant un mets plus consistant. Les requins marteaux sont annoncés. Pas un instant à perdre. Les premiers arrivés seront les mieux servis. Les poissons anges raffolent des parasites incrustés sur la peau des requins, lesquels sont ravis d'en être débarrassés. Aucun risque pour les nettoyeurs. Selon un accord tacite, les requins s'engagent à rester inoffensifs pendant toute la séance. Continuons notre voyage. Au large de la Caroline du Nord, une épave gît par 100 mètres de fond. 50 ans après son naufrage, ce bateau est devenu une cité-jardin avec ses résidents permanents et ses prédateurs de passage. Ces maraudeurs à la gueule patibulaire, des requins taureaux. En hiver et au printemps, ils rôdent par larges bancs autour de l'épave. Certains requins de pleine mer ont un système respiratoire qui les oblige à nager constamment pour faire circuler l'eau dans leurs branchies. Les espèces moins actives vivant à grande profondeur ont des muscles qui pompent l'eau, ce qui leur permet de rester immobiles assez longtemps. C'est le cas du requin taureau. Cette femelle est criblée de cicatrices, probablement les séquelles des blessures que lui infligent les mâles pendant l'accouplement. Les requins taureaux sont réputés particulièrement violents en amour.
La preuve, aux abords de l'épave, le sol est jonché de dents de requin. Les mâles ont l'habitude de mordre les nageoires de leurs partenaires pour les maintenir dans une position favorable au coït. Ils le font avec tant d'ardeur qu'ils y laissent chaque fois un peu d'eux-mêmes. On est surpris de voir ces requins évoluer au milieu d'une multitude de petits poissons qui continuent à nager le plus sereinement du monde. En fait, ces bancs de poissons recherchent la compagnie des requins. En nageant à leur côté, ils sont sûrs de ne pas être attaqués par des poissons plus gros. Ceux-ci ne s'approchent jamais de ces redoutables prédateurs. Eux, les petits, n'ont rien à craindre des requins. Le menu fretin ne les intéresse pas. Rien à faire pour se débarrasser de ces bancs d'enquiquineurs. C'est aussi horripilant qu'une nuée de mouches pour une vache, et aussi irrémédiable. Les requins taureaux attendent la nuit pour se mettre en chasse. Comme tous leurs congénères, ce n'est pas avec les yeux qu'ils repèrent leur proie, mais grâce à l'organe sensoriel très performant qu'ils ont sur le nez. Des proies, ils en trouveront dans les recoins de l'épave transformée en récif, à condition de chercher longtemps, minutieusement et en silence. Chacun choisit dans l'épave le refuge qui lui convient. Une anfractuosité, quelques oursins en devanture et ce poisson perroquet pourra somnoler sans trop d'inquiétude jusqu'au matin. Il n'a plus de chance d'échapper à l'attention des requins taureaux qu'à celle de ces autres squales doués d'une étonnante vivacité, les requins pointe blanche. Les pointes blanches fouillent le récif comme des chiens de chasse débusquent le gibier dans les fourrés. Et tous ceux qui se terrent dans leur cachette ont intérêt à rester de marbre. Les victimes de ces chasses nocturnes sont en général les individus malades, trop vieux ou handicapés, conformément à la loi de la sélection naturelle. Il y a les requins qui vivent dans les eaux tropicales en faisant parfois des incursions dans les profondeurs, et puis il y a ceux qui n'aiment que les eaux froides, par exemple celles du Pacifique Nord. Au large de la Californie, un groupe de géants nage lentement à la surface. Les requins pèlerins sont à peine plus petits que les requins baleines, 8 mètres de long en moyenne. Et ils se nourrissent eux aussi de krill qu'ils ingurgitent en masse.
Pour se protéger des bancs de sardines et de maquereaux qui se jettent sur elles, ces minuscules crevettes se regroupent en boules compactes. Une telle effervescence risque d'attirer tous les requins qui vivent également dans ces eaux froides, les peaux bleues et les maquereaux. Il est bien difficile, même pour un requin, de choisir une proie dans cette foule chatoyante. Mais une fois qu'il a isolé sa victime, le vrai défi commence. Ces images au ralenti permettent de voir qu'entre la vélocité du peau bleu et l'agilité de la proie, les armes sont presque égales, et que ce n'est pas toujours le requin qui gagne. Pas toujours, non, mais souvent. Un autre combat se déroule quelques mètres plus haut. Les sardines ont obligé le krill à former une masse tellement compacte que les peaux bleues vont pouvoir mordre dedans à pleines dents. On se demande comment un squale peut se repaître de proies aussi microscopiques. Peut-être est-il simplement attiré par ce nuage couleur de sang. À une quarantaine de kilomètres au large de San Francisco, l'archipel des Farallones est régulièrement envahi par les otaries et les éléphants de mer qui viennent vivre ici leurs amours. Tous des mastodontes. Chez les éléphants de mer, les plus gros mâles pèsent 2 tonnes. 300 kilos en moyenne pour une otarie. Otaries et éléphants de mer sont en sécurité sur les îlots eux-mêmes, mais pas dans la mer qui les entoure. Ces eaux sont le domaine de chasse d'un requin qui collectionne les superlatifs. Le plus intelligent, le plus féroce, le plus puissant. « 5 à 6 mètres de long, 2 tonnes et demie, le grand requin blanc est le maître incontesté des océans. Nombreux sont les éléphants de mer et les otaries qui portent les marques d'une rencontre avec un requin blanc. Comme celle-ci, qui a échappé récemment à une attaque et devrait prendre le temps à terre de s'en remettre. Mais il faut bien qu'elle retourne en mer pour se nourrir. Après avoir frappé une première fois, le requin s'éloigne, laissant l'otarie se vider de son sang à la surface de l'eau.
Une fois qu'elle n'offre plus aucune résistance, il revient pour savourer son repas. Les baleines débonnaires et pacifiques, les requins sanguinaires et voraces, ces clichés nous poursuivent depuis toujours. Mais rien n'est aussi simple dans le monde marin. Depuis qu'on plonge et qu'on regarde vivre ces animaux, on s'aperçoit que les requins sont aussi intelligents que les baleines peuvent être sensibles, qu'il existe des centaines d'espèces de requins inoffensifs et qu'une baleine, aussi placide soit-elle, est capable de tuer. Alors, contentons-nous de les admirer pour ce qu'ils sont.